C'est l'une des contradictions les plus singulières des États-Unis. Le Nord-Est, berceau des villes, du commerce et des foules, cache, à sa frontière septentrionale, une immense région sauvage presque vide. Des millions de personnes vivent concentrées plus au sud, alors qu'ici, l'espace abonde, et presque personne ne l'occupe. Comment en est-on arrivé là? Comment le cœur de la région la plus densément peuplée du pays a-t-il pu devenir l'une de ses frontières les plus solitaires? Le nord-est des États-Unis rassemble plus de 50 millions d'habitants. Il s'agit de l'une des régions les plus actives et les plus densément peuplées du pays. Pourtant, près de 90% de cette population se concentre dans sa moitié sud. En remontant vers le nord, au-delà des grandes villes et des autoroutes, le paysage se transforme. Le bruit s'atténue, les lumières se raréfient. Vous entrez alors dans un autre monde, un territoire paisible de forêts, de lacs et de montagnes s'étendant au nord de l'État de New York, du Vermont, du New Hampshire et du Maine. Voici le nord-est déserté de l'Amérique. Le mystère paraît simple. Pourquoi cette zone, au sein de l'une des régions les plus peuplées du pays, est-elle si peu habitée? Commençons par observer la Nouvelle-Angleterre. Le Massachusetts et le Rhode Island sont saturés, tandis que le Maine, le Vermont et le New Hampshire offrent de vastes espaces ouverts. Le Connecticut, lui, occupe une position intermédiaire, au sens propre comme au figuré. Le Massachusetts agit comme un véritable aimant démographique. La majorité de la population vit autour de Boston et des villes voisines, Cambridge, Worcester, Springfield, où tout est proche, dense et fortement urbanisé. Le Rhode Island, bien que très petit, présente une densité comparable à celle d'une grande ville. Le Connecticut, situé entre Boston et New York, reflète cette position intermédiaire. Un littoral animé et des villes de l'intérieur plus calmes. Il n'est ni trop peuplé ni trop vide. En entrant au New Hampshire, le rythme ralentit. Manchester et Nashua se distinguent. Mais l'essentiel de l'État est couvert de forêts, de lacs et d'espaces ouverts. Le Vermont est ensuite le moins densément peuplé de l'ensemble. Les montagnes vertes le traversent, et la population vit surtout dans de petites villes et hameaux. Le Maine, enfin, est vaste et largement vide. La plupart des habitants restent sur la côte sud. Plus au nord s'étendent forêts, lacs et routes silencieuses. Le paysage est magnifique, mais donne l'impression d'atteindre le bout de la carte. Aujourd'hui, la moitié nord du nord-est, le nord de l'État de New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine, ne rassemblent qu'environ 4,9 millions d'habitants. Cela équivaut à peu près à la seule population de l'aire métropolitaine de Boston. Pour mieux mesurer l'écart, une superficie comparable couvrant le sud de l'État de New York et le sud de la Nouvelle-Angleterre accueille près de 10 fois plus de personnes. Pourquoi une telle différence? La réponse tient à la géographie, à l'histoire et à l'économie, et à la manière elles ont, depuis toujours, agi de concert pour maintenir le Nord si peu peuplé. Commençons par le territoire lui-même. Plus on progresse vers le nord, plus le relief devient difficile. Le sud de la Nouvelle-Angleterre et le sud de l'État de New York offrent des collines douces, de vastes vallées et des plaines côtières. Puis apparaissent les montagnes, anciennes, érodées et indomptées. Dans le nord de l'État de New York s'élèvent les Adirondacks. À l'est, les montagnes vertes traversent le centre du Vermont et se prolongent jusqu'au Québec. En poursuivant encore, on atteint les montagnes blanches du New Hampshire. Elles abritent le mont Washington, réputé pour ses conditions météorologiques parmi les plus extrêmes au monde. Au-delà, les montagnes de l'ouest du Maine s'étendent progressivement en direction du Canada. Il ne s'agit pas de collines modestes, mais de véritables obstacles naturels. Leur forme résulte de l'une des forces les plus puissantes de l'histoire terrestre, la glace. Lors de la dernière période glaciaire, d'immenses glaciers recouvraient ces terres. En se retirant, ils ont creusé de profondes vallées et laissé un sol mince et rocheux. Les dépressions se sont ensuite remplies d'eau, donnant naissance à des milliers de lacs et d'étangs. Le paysage est superbe, mais difficile à dompter. L'agriculture n'y a jamais prospéré comme plus au sud, où les sols sont bien plus fertiles. Les montagnes sont donc restées sauvages, couvertes de forêts denses qui s'étendent encore sur des kilomètres. Le nord du Maine et les Adirondacks forment ensemble l'un des plus vastes massifs forestiers contenus à l'est du Mississippi. Depuis des siècles, on y vient pour le bois, la pêche ou la chasse, mais jamais en grand nombre. S'ajoute à cela le climat. Des hivers longs, sombres et rigoureux, une neige précoce et persistante, des étés courts et une saison agricole à peine suffisante.
difficile d'y voir un territoire invitant à démarrer une nouvelle vie. Pourtant, certains s'y sont installés, et c'est ici que l'histoire intervient. Bien avant l'arrivée des Européens, ces terres étaient occupées par des peuples autochtones. Les Abénakis, établis dans le Vermont, le New Hampshire et le Maine, disposèrent de réseaux commerciaux élaborés reliant leur communauté du Québec actuel jusqu'au Massachusetts. Plus à l'ouest, la puissante confédération iroquoise étendait son influence vers les Adirondacks, contrôlant de vastes territoires de chasse ainsi que d'importantes routes d'échange. Puis vinrent les Européens. Au XVIIe siècle, explorateurs français et marchands de fourrures descendirent depuis le Québec. Ils installèrent des postes le long des rivières et des lacs reliant la région au Canada. Ils y voyaient des ressources, fourrures, poissons, bois, mais guère de terres agricoles. Les forêts denses et les hivers rigoureux limitèrent la taille et la dispersion des implantations. Les Anglais, progressant vers le nord depuis la colonie de la baie du Massachusetts, se concentrèrent sur le littoral. Ils s'établirent dans le sud du Maine et du New Hampshire, mais pénétrer à l'intérieur des terres s'avéra bien plus complexe. Entre le climat, la forêt et la résistance des natifs, leur avancée fut lente et périlleuse. Pendant plus d'un siècle, l'intérieur du Nord-Est demeura sauvage. Plus tard, vers les années 1760, les Britanniques prirent le contrôle de la région. Des spéculateurs fonciers affluèrent, en particulier au Vermont, territoire revendiqué à la fois par New York et le New Hampshire. Ces prétentions concurrentes engendrèrent une situation chaotique, jusqu'à ce que le Vermont se proclame république indépendante en 1777. Durant 14 ans, il exista en tant qu'entité autonome, avant d'intégrer les États-Unis en 1791 comme 14e État. Le New Hampshire progressa vers l'intérieur depuis la côte, fondant des villes dans les vallées situées entre ces montagnes de granit. Le Maine, de son côté, demeura pendant des siècles rattaché au Massachusetts. Son économie reposait sur le bois et la construction navale. Les arbres devenaient mâts et planches pour les Marines britanniques, puis américaines. Dans le nord de l'État de New York, les Adirondacks restèrent une frontière sauvage, bien après que le reste de l'État se soit peuplé. Le relief et les hivers y étaient trop rudes. L'exploitation forestière, minière, puis plus tard, le tourisme attirèrent des gens vers le nord, mais jamais en masse. Vers le milieu du XIXe siècle, le sud de la Nouvelle-Angleterre connaissait son essor. Les villes croissaient, les usines tournaient à plein régime, et les immigrants affluaient. Les régions septentrionales, elles, demeuraient calmes. Ainsi, comme on peut le constater, les montagnes constituent le premier obstacle majeur. Elles compliquent tout, se déplacer, bâtir, cultiver et survivre à l'hiver. Les sols sont minces, rocheux et pauvres, et ce qu'ils recouvrent n'offre guère d'avantages. La région ne dispose ni de riches gisements minéraux, ni de veines de charbon comparables à celles des Appalaches plus au sud. Faute de ressources à exploiter ou de terres faciles à cultiver, les colons avaient peu de raisons de s'y établir. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'économie n'y a jamais réellement décollé. Le nord-est peu peuplé n'est jamais devenu un centre industriel. Le sud de la Nouvelle-Angleterre disposait de rivières pour alimenter les premières usines, de ports ouverts sur le commerce mondial et de villes attirant des millions d'immigrants. Le nord de la Nouvelle-Angleterre et le nord de l'État de New York ne bénéficiaient pas de ces atouts. Ils exploitaient le bois, le granit et les papeteries. Des activités utiles mais insuffisantes pour faire naître de grandes villes. Aujourd'hui encore, l'économie repose sur ces ressources, complétées par le tourisme. On y vient pour la randonnée, le ski ou la pêche, mais rarement toute l'année. Les villes se remplissent, l'été et l'automne, puis se vident avec l'arrivée de la neige. Quelques villes, Portland, Burlington, Manchester, s'en sortent, mais il n'existe ici ni Boston ni New York. On n'y trouve pas de grandes universités, de sièges d'entreprises majeures ou d'aéroports internationaux capables d'attirer durablement jeunes actifs et familles. Certains États sont même allés jusqu'à payer des personnes pour s'y installer. Le Maine et le Vermont ont lancé des programmes offrant de l'argent à des télétravailleurs prêts à y emménager. Une tentative désespérée pour inverser des décennies de déclin démographique. Aujourd'hui, ce nord-est dit vide ne rassemble qu'environ 1% de la population américaine. C'est un territoire de forêts profondes, de lacs glacés et de villes paisibles, où la nature sauvage n'a jamais réellement disparu. Cette tranquillité fait aussi sa singularité. Le reste du nord-est est marqué par un bruit et un mouvement constant. Le nord rappelle ce que la région fut autrefois. Sauvage, froide et indomptée. Ainsi, le cœur de la région la plus peuplée du pays demeure l'une de ses dernières véritables frontières.